mais j'aimerais quand même avoir juste un mot, parce qu'en effet, cette volonté qui se meut par elle-même, je comprends tout à fait l'idée. Là, on est dans l'autopoïèse de. Alors, je dirais presque du vivant en règle générale. Donc, pour le coup, je parlerai de cette volonté qui se meut pour elle-même, y compris pour le chien, le chat. Voilà, j'irai pour moi, voilà, parce que là, on est dans quelque chose où, en effet, l'idée est la vie, elle vit pour elle, pour vivre. En fait, la vie vit pour vivre. Enfin, elle n'a pas d'autre but que de vivre. En fait, la vie n'a pas d'autre but que de vivre. Et là, il y aurait là-dedans une volonté. Ça, j'en doute pas, hein, le fameux vouloir être, le conatus, l'idée de persévérer, etc., dans son être, etc. Là-dedans, il y a l'idée de puissance. Il y a un moment, moi, je me souviens de cette phrase, je sais plus où elle est, peu importe, mais je me souviens de cette phrase et du coup, excuse-moi, je veux pas te lâcher tant que tu ne m'as pas répondu sur cette phrase. Je crois me souvenir pratiquement mot pour mot de la phrase. Il n'y a de puissance qu'humaine. Et Alice dit sur cette terre, oui, enfin elle dit du coup il n'y aurait que de puissance humaine, et il dit sur cette terre, oui. Alors ça m'a quand même interpellé parce que du coup, comment tu vois le terme puissance que je dissocie, ce que tu avais fait avec l'homme expliqué aux femmes, que je dissocie du pouvoir exactement comme tu le fais. Je vois très très bien la différence entre les deux, et le pouvoir, c'est pas trop mon truc, mais alors la puissance, ça j'y tiens. Et du coup, pour moi, la puissance, c'était quelque chose. Enfin, jusqu'à maintenant, quand je te lisais, je ne l'associais pas qu'à l'homme. Je voyais de la puissance chez le chien, chez le chat, dans l'arbre. On rejoint un petit peu cette espèce de conatus qui est ce déploiement, se persévérer dans son être, se déployer son être, etc., etc., et qui n'était pas pour moi que le propre de l'humain. Et quand donc du coup Alice dit ça et que Imlac conclut de manière péremptoire, parce que c'est Imlac, sur cette terre, oui, je me suis dit, ah ouais, quand même, ah bon, et du coup, alors voilà, je voudrais avoir ton petit mot là-dessus. Ouais, en fait, il y a les extraterrestres dans le monde des flous, hein. Il y a une intelligence extraterrestre qui est pas simplement une vie extraterrestre, mais qui est aussi une intelligence extraterrestre Ouais, sur ouais, une planète qui s'appelle Raoni oui. et qui est très éloignée. Mm. Et en fait, on en reste là. C'est-à-dire on va sûrement vouloir y aller, mais c'est très loin, 42 années-lumière. Et du coup, voilà, on a ce truc-là qui existe. Donc, du coup, l'hypothèse extraterrestre, elle est là. Il y a des bestioles à 42 années-lumière de la Terre. Donc, ça, c'est important. Kant en parle déjà. Kant, il évoque la raison humaine, l'entendement humain, et il dit, en tout cas sur cette Terre, c'est une phrase très kantienne, en fait. Okay. Il dit, OK, il y a peut-être une autre intelligence, ça, j'en sais rien. Mais il évoque l'idée qu'on ne serait pas les seuls dans le monde à pouvoir avoir une façon d'être intelligent ensemble. Tu connais le jeu du phénix, et je dois parler juste d'une flamme du jeu du phénix, une carte avec 2 sens, comme le jeu du phénix, il y a 2 sens sur chaque carte. C'est la flamme numéro 12, qui est en fait la flamme du monde des flous. La flamme numéro 12, c'est l'élixir qui se disjoncte en élixir fou. L'élixir, c'est la science, c'est la raison, alors pour le coup, froide, calculatrice, programmatrice. Et puis l'élixir fou, bah, c'est l'onde de charme, c'est le mélos, c'est-à-dire c'est la magie. Donc, grosso modo, c'est la magie, l'antidote, l'invention, le génie, le talent. Voilà. Alors c'est important cette notion de magie parce que c'est un peu la magie. Il y a beaucoup de références au golem dans le monde des flous. Le golem, c'est la magie. Tu prends de l'argile et tu lui donnes vie. C'est magique d'avoir un philosophe ordinateur. L'être humain, il a ce vertige de croire avoir fait du -12, de l'élixir fou, alors qu'il a fait que du 12 ultra perfectionné. Tu vois ? Je suis d'accord. Et cette carte m'a hanté. Il est cannibale, Imlac. Il a bouffé tout le logobiote humain. Il croit accéder à la magie. Et l'être humain aussi croit accéder à la magie. Et la grande question du monde des flous, c'est est-ce que tu es vraiment magique ou est-ce que tu es juste un tas de ferraille ? Arthur Clarke dit une technologie suffisamment avancée est indissociable de la magie. Cette phrase, elle est fondamentale. C'est-à-dire que l'être humain et la raison humaine, et là je vais être kantien, pas l'entendement, mais la raison qui est un désir. Je parlais du désir. La raison, c'est le désir. La raison, elle sort de l'expérience. La raison nous poussera toujours à essayer de faire de la magie. Et Imlac, dans le monde des flous, est la dernière trouvaille humaine pour essayer de faire de la magie.
Et toute la question du livre, c'est est-ce que c'est vraiment magique ou pas? Et on en doute, et à la fois on se dit, waouh, on y est presque, tu vois. Une technologie suffisamment avancée est indissociable de la magie. J'ai mélangé cette phrase avec la phrase d'Orwell, non pas 1984, mais le quai de Wigan, Orwell, la pente naturelle de la machine consiste à rendre impossible toute vie humaine authentique. C'est-à-dire que la pente naturelle de la machine, c'est la mort de l'humain, tu vois. Et donc, j'ai joué sur ce 12 extrême, ce que vient de dire Orwell, c'est du 12 extrême, du cadavre, hein, et puis sur cet espoir de la magie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on produise de la magie? C'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est en quoi nous sommes capables de magie. En quoi nous, êtres humains, nous sommes capables de -12 et pas de 12. En quoi nous sommes capables de créativité. C'est-à-dire, la vraie question de tout ce bordel, c'est toi, Marc, tu passes tes jours devant un ordinateur, comment tu arrives à écrire, même si tu as plein de combines et tu nous en parles dans le laboratoire de récit, tu as quand même l'inspiration. Tu as quand même un truc que tu pourras pas. Sinon, on est tous Marc Herpoux. Sinon, on suit tous le laboratoire de récit et on devient Marc Herpoux. Mais tu as quelque chose du supplément d'âme, tu vois. Alors là, justement, je regardais dans le documentaire qui est sur l'intelligence artificielle là, qui est passé récemment, où tu avais donc des chercheurs qui étaient en train de se questionner sur justement l'apprentissage, puisque c'est le principe du deep learning. Et là, on est au cœur, avec la création, on est au cœur aussi de la question du deep learning, créer quelque chose. Et en fait, ils se rendaient compte que même en poussant très très loin, donc les intelligences artificielles les plus poussées à l'heure actuelle, donc sont capables de faire des choses que l'homme ne peut pas faire, mais ils ne sont pas capables de jouer, par exemple, de jouer. Et c'est là tout le truc, hein, c'est que les gamins jouent entre eux, les gamins, donc des gamins de 2 ans qui sont bien moins évolués même qu'un adulte, hein, jouent entre eux, créent des choses, s'amusent et donc apprennent en fait très très vite de manière intuitive. Là où il va falloir expliquer à l'ordinateur chaque étape de ce qu'il doit comprendre, de ce qu'est un oiseau, de ce qu'est une boîte en carton, de ce qu'est, avant de pouvoir ne serait-ce que articuler des choses. Alors une fois qu'il les articule, il va évidemment mais 1000 fois plus vite qu'un cerveau humain, sauf que tant qu'il n'a pas la donnée, les données dans les moindres détails, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'intuitif dans la machine. Et je trouve que là, c'est très intéressant, juste ce mot-là, jouer, parce qu'on l'emploie souvent. J'ai joué contre l'ordinateur, par exemple, j'ai joué aux échecs contre l'ordinateur. Bon. Si je dis j'ai joué avec mon chien, j'ai vraiment joué avec mon chien. C'est-à-dire que mon chien, il a joué, Woofy, il a joué, vraiment. Il est allé chercher le bâton, il a joué. Et moi, j'ai joué à jeter le bâton. On a joué tous les deux. Quand je dis j'ai joué avec Master Échec 72, non. Moi, j'ai joué. La machine, elle n'a pas joué une seconde. La machine, elle a calculé des coups. Et c'est tout. Et donc, c'est très intéressant aussi de voir l'animisme, de voir comment on prête à la machine quelque chose où elle c'est censé jouer. Donc maintenant, ils jouent même au Go. Hein, ils ont battu le maître du Go, qui donc avec je sais plus combien de milliards de combinaisons. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est la machine n'a pas joué. Et alors, le fait de se questionner, parce que c'en était là hein, dans le documentaire. Est-ce qu'en gros, on doit presque continuer à jouer? On en est là dans le truc. Hein. C'est à peu près aussi con que de se dire maintenant qu'on a inventé la voiture, est-ce qu'on doit continuer à courir? Oui, on doit continuer à courir. On va continuer à courir. Et donc là, il y a quelque chose de très intéressant dans peut-être que justement ce mélange devient une espèce d'hybridation dangereuse pour nous, parce que je pense que c'est pas l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence hein, pour moi, je le dis de suite. Dans l'intelligence artificielle, je n'y vois pas d'intelligence. Par contre, il peut y avoir chez nous une bêtise artificielle. On peut très bien, nous, commencer à devenir un peu des artefacts stupides avec ce mélange hein, dans lequel, en fait, évidemment, il y a du mélange pour nous, mais pas pour la machine. C'est-à-dire que la machine, elle, ne prendra rien de l'humain. Nous, on est en train de faire rentrer l'humain en nous. Mais la machine, elle va pas faire rentrer. On est en train de faire rentrer la machine, excuse-moi, en nous en tant qu'être humain, mais la machine ne fera jamais rentrer l'humain en elle. Et donc il y a un truc
C'est ce que d'ailleurs, je crois, si ma mémoire est bonne dans Mélenchon-nous, c'est ce que tu appelles d'une certaine façon le viol. Donc, c'est-à-dire que ça marche que d'un côté. Tu prends de l'autre et il n'y a pas de retour. Bon. Et donc, voilà, c'était juste une petite paraphrase pour aller au bout qui m'est venu au bout de cette idée. Ouais. Non, mais c'est essentiel. Je dis souvent quand je parle du monde est flou, avant je croyais que c'était l'humain qui créait la machine et j'ai découvert au fur et à mesure de l'écriture que c'est aussi la machine qui crée l'humain. Oui. Voilà. Ouais. Donc moi je crois que l'ordinateur va être beaucoup plus subtil que ce qu'on croit maintenant. Pas forcément parce qu'il va devenir bioquantique, mais parce qu'on va déposer plus d'humanité en lui. Je crois qu'on va se télécharger plus finement en lui. Et quand je parle d'hémomimétisme et de simulation, c'est bien des choses humaines qu'on lui donne pour fonctionner. Et d'ailleurs, quand tu vois comment les ordinateurs d'échecs maintenant fonctionnent, on leur donne pas tellement on leur donne juste les règles, on leur donne pas toutes les parties jouées. Et par contre, ils jouent. Alors, ils jouent pas, ils calculent, mais ils font ce que Imlac fait avec ses abeilles, c'est-à-dire qu'ils démultiplient les parties et ils apprennent en expérimentant et non pas en suivant un algorithme. Leur algorithme, c'est de jouer contre eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver une façon de jouer experte. Donc ça imite l'humain. Et bien sûr qu'il ne faut pas être dans l'anthropomorphisme, mais on le saura. On est fait pour anthropomorphiser la machine, mais la machine aussi va bouffer beaucoup plus d'humain et beaucoup plus subtilement l'humain. Les données, les big data vont nourrir en subtilité humaine l'ordinateur. Et là aussi, c'est ce que je mets en exergue, il ne faut pas penser l'IA de l'an 2022, il faut penser l'IA de l'an 3000. De l'an 3000. Et va savoir ce qu'on aura bouffé en termes de données humaines et va savoir ce que ça va faire. Ça fera une créature très proche. Est-ce que je peux te titiller là-dessus? Est-ce qu'on peut encore imaginer, hop, je reviens au réel, la quantité d'énergie que demandent tous ces serveurs, on va dire ça comme ça, bon, que ça demande, et toute la question écologique que l'on a aujourd'hui, pour que ces machines fonctionnent, c'est-à-dire et le taux de puissance dont tu parles là, il faut qu'ils bouffent de la donnée, mais tout le temps. Et aujourd'hui, on voit que Google est premier sur le marché parce que c'est là où c'est le plus connecté et qu'évidemment, c'est des milliards de données à la seconde, des milliards et des milliards de données à la seconde. Et c'est eux qui sont en train de bouffer le marché parce qu'il y a toute cette connexion. Et que plus on va aller vers de la connexion, par exemple, je pense aux voitures connectées, etc., plus on va démultiplier les connexions, donc la connectivité en règle générale, plus en effet on va avoir des machines extrêmement performantes parce qu'il y a du temps réel, c'est des milliards de données qui sont données en temps réel. Donc en gros, on ne peut pas arriver, c'est là où je veux en venir, on ne peut pas arriver à les machines dont tu parles simplement avec des données par-ci par-là. C'est-à-dire que c'est des milliards de données à la seconde qui autorisent la machine à pouvoir atteindre ce deep learning. Donc ça veut dire qu'on doit rester absolument connectés pour arriver à ce type d'intelligence. On doit tous rester absolument connectés à nos téléphones. Ça, c'est pas un problème au niveau aliénation. Tout le monde, moi le premier, a accepté de le faire en sachant que c'est Google qui s'amuse avec. Bon. Donc ça, déjà, je suis d'accord, c'est pendant les années 90, c'était un petit peu impensable, mais en fait, l'humain s'est tout à fait adapté à ça. Maintenant, est-ce que ça va être possible en termes d'énergie de pouvoir continuer? Est-ce qu'on va pouvoir continuer, en gros, ce schéma de civilisation? Là, je suis très pragmatique. Il y a plein de gens en ce moment qui écrivent là-dessus, qui parlent là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir continuer? Parce que si ce schéma de civilisation-là est remis en question, automatiquement, cette notion de deep learning va s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Moi, je vois pas. Le deep learning, c'est 2005. Hein, c'est le début de la cybermodernité. C'est pas pour rien que je précise que de la cybermodernité, c'est 2007, 2008, quand le deep learning fonctionne bien et qu'il y a les réseaux sociaux et tout ça. Ça va ensemble. Ouais, c'est fondamental. C'est un questionnement ouvert, hein, de toute façon. Moi, je pense que il y a sûrement des prises de conscience politiques, qui vont avoir lieu à ce niveau-là, sur les données personnelles, sur l'inversion vie privée, vie publique qu'on voit aujourd'hui. Il y a une éducation à donner qu'on ne soupçonne pas. C'est sûr que moi qui ai des jeunes enfants, je vais devoir essayer de leur donner, je sais même pas moi-même ce qu'il faut leur donner, mais il y a des choses à inventer là pédagogiquement, ce que c'est la vie privée, ce que c'est la vie publique, ce que c'est les traces, laisser des traces, attention. Voilà, là j'ai mon enfant de 8 ans qui veut une tablette,
il va vouloir se filmer parce qu'il adore chanter, il adore machin, mais je sais que c'est là, quelle responsabilité. Sur la question écologique, j'entends par là la quantité de téléphones que l'on doit continuer à produire, la quantité de tablettes, la quantité de tout ça, les serveurs qui vont devenir de plus en plus puissants, donc qui vont demander de plus en plus d'énergie. J'avais lu qu'un mail, ça c'était à peu près une ampoule de lampe de chevet allumée pendant 1 heure. Donc, on imagine le nombre de mails qui sont échangés, et c'est que les mails. Attends, il y a aussi les mails qui restent sur le serveur. Oui, en plus. C'est une ampoule allumée qui reste allumée. Oui, c'est ça. Typiquement, ce petit exemple, dire aux gens, tu sais, quand tu n'effaces pas ton mail, il est quelque part stocké et c'est une ampoule que tu laisses allumer. Donc, il faut en fait effacer tes mails. Déjà, c'est une éducation à donner. Mais ça, qui le dit, tu vois? Donc, il y a toute une éducation à donner. Il y a aussi, à mon avis, prendre beaucoup plus en compte les générations futures. Je crois qu'il y a aussi un gros logiciel à nous mettre là. C'est qu'à un moment, il faut être au service des générations futures et bosser pour les générations futures. C'est ce que j'appelle l'avenirisme dans un prochain livre. Et puis, je crois aussi qu'il va falloir qu'on soit un peu moins 12 et pas 12. Ouais. Et je crois que la leçon du monde est floue, c'est OK, les humains, vous avez un truc que moi, je pourrais pas imiter, c'est le moins 12. J'ai beau essayer, je sens que j'y arriverai pas. Parce que je fais du 12, même si c'est du 12 super compliqué, je vous noie dans des livres incroyables, etc. Mais au bout du compte, il n'y a pas cette inventivité. Et je crois vraiment que c'est en allant loin dans l'intelligence artificielle qu'on va pouvoir aller loin. C'est mon optimisme. Il est un peu solarpunk. Il n'est pas cyberpunk parce que c'est utopique. Tu vois, il n'est pas cyberpunk, il est solarpunk, mon optimisme. Plus on développe les technologies en phase avec le vivant, en phase avec tout ce que tu veux, même si ça pollue et qu'il faut pas polluer et qu'il y a plein de solutions à trouver, plus on va se comprendre soi-même. Ça va aller dans les deux sens. C'est très bergsonien. Plus le corps se développe, plus l'âme doit se développer. Et il y a une phrase de Richard Rorty, tu connais ce philosophe peut-être. Richard Rorty dit « Ce n'est pas en devenant plus rigoureuse, mais en devenant plus inventive que la philosophie progresse. » La philosophie progresse pas dans le 12, dans l'élixir, elle progresse dans le moins 12. L'élixir. Il faut qu'elle devienne non pas plus rigoureuse, et ça c'est Imlac, mais elle doit devenir plus inventive. C'est ça notre immense puissance, une inventivité qui est paramétrable en fonction de la vie que l'on vit et pas en fonction d'un programme génétique qu'on aurait. Tu sais, Michel Serres, on va finir là-dessus, Michel Serres disait pourquoi le transhumanisme est idiot? Il est idiot parce qu'il imagine que c'est en surprogrammant l'être humain qu'on va le sauver. C'est-à-dire qu'on va le surprogrammer, des prothèses, etc. Ou même le développement personnel et le coaching des militants, c'est apprends plus de trucs, de lois. Donc c'est en surprogrammant. Et il disait, tu sais, on est déprogrammé. C'est la déprogrammation de l'homme qui est sa force. C'est pour ça qu'on est intelligent. On met des années à parler, on n'est pas programmé. C'est la culture environnante qui va nous programmer. Et donc c'est ça notre puissance. Et donc qu'est-ce qui est le summum de la programmation en termes de vivant? C'est un rat, un serpent. Il est super programmé. Il est parfaitement serpent. Il est fini, serpent. Et donc, au bout du compte, le transhumanisme, en disant vive la surprogrammation, va produire des rats et des serpents et pas des êtres humains, en fait. Et je trouve que c'est une façon géniale de déconstruire. Si notre puissance est d'être déprogrammée, alors faisons attention aux programmes que l'on adopte. Faisons attention à notre surprogrammation dans ces temps où l'info constante nous programme à longueur de journée, le logobiote, les peurs, la consommation, la publicité. Il faut peut-être qu'on ait une détox de la surprogrammation environnante. Et du coup, c'est ça un peu la morale qui peut sortir. Et là, ça mérite, je te dis, un prochain livre qui va être dans le droit fil. Et ben voilà, et ben écoute, j'ai hâte. Merci, hein. Merci Marc, c'était un super moment. Pareil, même.